Madame, Monsieur, bonsoir. Au menu de questions écho ce soir, la préférence nationale et les nouveaux modes de travail en temps de pandémie. Il y a près de 2 semaines, le Conseil de gouvernement s'était soldé par un appel à encourager les produits marocains, notamment via la commande publique. Bonne initiative, certes, mais pour quelle valeur ajoutée et quelle concrétisation? Notre industrie peut-elle être suffisamment compétitive pour alléger notre balance commerciale? Élément de réponse en première partie de Questions Écho avec le président de la Commission environnement des affaires de la CGEM, Karim Tazi, qui sera avec nous par Skype depuis Casablanca. Et comme pour cette émission, les réunions et autres tâches quotidiennes habituellement effectuées au bureau se font désormais à distance. Donc ce soir, nous allons passer en revue les avantages, les inconvénients aussi du télétravail et également les pistes de la réorganisation du travail en cette période inédite de pandémie. Pour cela, nous accueillerons toujours via Skype Atman Qassimi, président de la section nord de l'AGEF, l'Association nationale des gestionnaires et formateurs des ressources humaines au Maroc. Bienvenue. Et avant d'établir le contact avec notre premier invité, je vous laisse avec ce papier d'Ilham Brada qui revient sur les enjeux de l'appel du chef du gouvernement à privilégier le produit marocain, notamment dans les commandes publiques. Regardez. C'est désormais officiel. La préférence nationale relative à l'attribution des marchés publics entre en vigueur. Dans une circulaire en date du 10 septembre adressée au département ministériel, le chef du gouvernement, Saad El Othmani, a détaillé les modalités d'application de la préférence nationale et la promotion des produits marocains. Les appels d'offres lancés par les entreprises publiques et les administrations d'un montant supérieur à 100 millions de dirhams doivent recevoir l'accord préalable d'une commission spéciale présidée par le ministre de l'Économie et des Finances. Pour les appels d'offres des collectivités territoriales, la commission spéciale est présidée par le ministère de l'Intérieur. Depuis le début de la crise sanitaire et son impact sur l'économie marocaine, la préférence nationale et la promotion des produits marocains ont été érigées en priorité par les pouvoirs publics et en piliers du plan de relance. En quelques semaines, le Royaume a réussi à hisser sa production de masques journalière à 7 millions. Autre exemple, et non des moindres, de la réussite du modèle marocain est le respirateur intelligent artificiel 100% marocain, un projet mis en place grâce à un partenariat entre une ONG et des partenaires privés. Plus qu'une assurance de la qualité des produits, le Made in Morocco prôné par le gouvernement et les entreprises est une réponse à la crise. Et même si seuls 40% des Marocains font confiance aux produits fabriqués au Maroc, le Made in Morocco reste sans conteste une composante essentielle de la reprise de l'économie nationale. Depuis Casablanca, par Skype, Karim Tazi, président de la Commission environnement des affaires de la CGEM. Bonsoir Karim Tazi. Bonsoir. Nous venons de Merci l'écouter. pour votre invitation. Merci à vous de l'avoir accepté. Nous venons de l'écouter donc dans ce papier. Il s'agit d'un projet très ambitieux qui a été, disons-le, accéléré, parce qu'il ne date pas, n'est-ce pas, de cette période de Covid. Mais selon vous, comment cet appel du gouvernement à privilégier le produit national ou le Made in Maroc puisse se concrétiser efficacement sur le terrain? Alors, écoutez, la CGEM avait recommandé dans son plan de relance de généraliser l'application stricte du principe de préférence nationale. Et nous nous réjouissons aujourd'hui que les pouvoirs publics aient répondu à cette requête. Maintenant, vous le savez probablement, aujourd'hui, ce dispositif qui a été accordé par le chef du gouvernement ne concerne que les collectivités territoriales et l'administration de l'État. Or, la grande majorité de la commande publique, elle émane des entreprises et des établissements publics. Donc, ce que nous souhaitons, c'est d'étendre, d'exiger que les règles de l'article 55 s'appliquent à l'ensemble des donneurs d'ordre publics, y compris les entreprises et les établissements publics. Alors, oui, mais quand on parle justement de cela, est-ce que vous pensez que la PME marocaine peut répondre
à ces appels d'offres publics? Est-ce qu'elle en a d'abord la possibilité et le savoir-faire, mais aussi, parce que nous le savons, les commandes publiques restent quand même volumineuses. Est-ce que la PME marocaine est à même de répondre à ces appels d'offres? Alors, elle peut le faire de différentes manières. Sur des marchés sur lesquels, effectivement, elle a la taille pour le faire, elle peut le faire. Ce que nous pouvons aussi faire, ce que nous pouvons aussi recommander, c'est que des consortiums comprenant des entreprises marocaines puissent soumissionner. C'est de favoriser aussi des groupements d'entreprises marocaines, TPE, PME, TPE et grandes entreprises, mais c'est aussi pour des marchés encore plus importants, peut-être demander aux grandes entreprises une certaine de collaborer et de travailler si elles ont ces marchés, d'exiger qu'elles aient un certain niveau de sous-traitance avec les entreprises locales. Donc s'il y a une volonté, nous avons un ensemble de dispositifs possibles qui permettront aux TPE et PME marocaines de bénéficier de cette préférence nationale. Mais voilà, Karim Tazzi, il reste beaucoup de freins, beaucoup d'handicaps. Vous êtes vous-même industriel, pour les industriels, pour les PME marocaines, pour ne citer que cela, les charges sociales, la bureaucratie, le financement bien sûr, ou encore le foncier. En tout cas, beaucoup de mots qui handicapent vous, industriels. Selon vous, pour réussir ce décollage du Made in Maroc, qui est impliqué d'abord aujourd'hui et qui doit le devenir davantage? Écoutez, vous savez, le Made in Maroc existe et heureusement, il existe pas seulement sur le marché national, mais il existe aussi à l'export et nous avons un certain nombre de secteurs qui réussissent à l'export. Maintenant, il est vrai qu'au niveau industriel, malgré les acquis indéniables du plan d'accélération industrielle sur des secteurs comme l'automobile typiquement ou l'aéronautique, il y a beaucoup d'industries locales qui souffrent. Pour avoir un Made in Maroc fort, il y a encore un ensemble de sujets à notre portée sur lesquels il faut travailler et peut-être de manière encore plus forte aujourd'hui parce que la crise du Covid laisse des traces, va laisser des traces. Mais par pour qui, éviter par que ces traces... Cela doit être effectué, ou en tout cas vous dites on doit travailler, c'est qui on? Alors, c'est qui on? C'est tous, c'est les pouvoirs publics, évidemment, mais aussi le secteur privé. Le Made in Morocco, c'est quoi? C'est des secteurs compétitifs sur lesquels, alors, nous avons des certitudes, c'est-à-dire des secteurs qui dépendent de nous, du Maroc, pas forcément qui dépendent de l'international, sur lesquels nous avons des savoir-faire historiques, pour lesquels il faudra qu'on renforce un certain nombre de compétences. Typiquement, aujourd'hui, on a des compétences managériales de qualité, on a des compétences techniques, il faut encore plus de compétences commerciales, des compétences culturelles et créatives, on est dans des nouveaux métiers, des compétences technologiques, ça c'est un point essentiel. Il faut aussi le défendre parce qu'il y a des pays qui sont assez conquérants dans nos marchés grâce au soutien de leur pouvoir public ou grâce tout simplement à du dumping social. Donc c'est un ensemble de dispositifs aussi sur l'environnement. Il y a des nouveaux dispositifs de financement. Il faut encore aller plus loin. Et la CGEM a préconisé un ensemble de mesures justement pour sortir le plus fort possible, ou du moins le plus vite possible de cette crise inédite. Oui, mais est-ce qu'on peut parler est-ce qu'on peut finalement améliorer cette compétitivité du produit Made in Maroc en ces temps de crise? Ou faut-il juste faire survivre finalement son business? Il y a deux choses. Il y a l'urgence, et il faut répondre, et à la rentrée, la CGM a donné un ensemble de dispositifs et de mesures à mettre en place, comme la mise en place rapide des instructions royales sur par exemple le fonds d'investissement ou l'AMO. L'ouverture des frontières pour que des villes comme Marrakech puissent très rapidement, qui dépendent fortement du tourisme, puissent rapidement reprendre leur activité, mais pas seulement, que les donneurs d'ordre, les clients du Maroc puissent venir voir en transparence que l'industrie nationale
Et là, elle est prête à honorer des commandes. Il y a aussi un ensemble de mesures sectorielles. Les secteurs, vous savez qu'ils ont souffert de manière différente. Il y a ceux qui ont résisté, il y a ceux qui se sont même développés. Je pense typiquement au digital, par exemple, ou à certains secteurs dans l'agroalimentaire. Il y a ceux qui ont beaucoup souffert, comme le tourisme, l'aéronautique, le textile et d'autres. Donc, il y a des réponses sectorielles à apporter. Il faut créer aussi une choc de demande nationale grâce à la préférence nationale et grâce à la protection de l'industrie nationale dans les secteurs que nous voulons aujourd'hui relancer et relancer fort. Il faut mettre en place une indemnité de perte d'emploi aussi pour les chômeurs issus de la crise. Et enfin, clarifier la communication des normes sanitaires. Il faut savoir que typiquement, quand on a des commandes à l'international qu'on doit honorer et qu'on annonce à nos donneurs d'ordre que nos usines vont fermer et qu'on ne connaît pas la durée de fermeture, ça crée un manque de visibilité, un manque de confiance avec ces donneurs d'ordre et donc un recul des commandes. Alors, Karim Tazi, vous avez parlé de protéger notre produit. Donc je rappelle donc que vous êtes président de la commission environnement des affaires de la CGEM. Et cette question d'un internaute va dans ce sens. Les accords de libre-échange doivent-ils être remis en cause pour relancer l'industrialisation ? Alors, je pense qu'aujourd'hui, comme les choses se sont accélérées avec le Covid, il faut sortir des dogmes et de l'idéologie pour être pragmatique. Le Maroc, de toute façon, a une culture d'ouverture et ce n'est pas ça qu'il faut remettre en cause. Maintenant, si on a des secteurs qui sont envahis par l'import de certains pays qui ne jouent pas le jeu dans le cadre des accords de libre-échange, où la réciprocité n'est pas vraie, où les mesures de soutien données par ces pays-là pour envahir nos marchés, pour faire du dumping, sont là, il faut traiter secteur par secteur, ALE par ALE, de la manière la plus rapide et la plus ferme pour sauvegarder nos industries. Donc ce n'est pas les ALE et la politique d'ouverture qu'il faut remettre en cause, mais leur gestion doit être rapidement revue. Alors, quid à présent de la fiscalité, que pensez-vous d'une révision de la TVA, par exemple, pour encourager le consommer, ou en tout cas consommer local ? Je prendrai par exemple ici l'exemple de l'Allemagne, qui a réduit, n'est-ce pas, le taux de TVA de 7 à 5%, notamment sur les produits de première nécessité. Qu'en pensez-vous, Karim Tazi ? Écoutez, ça peut être très vertueux. Effectivement, il faut l'accompagner d'un ensemble de mesures. D'autres pays, d'ailleurs, la Turquie, l'ont fait sur des sujets qui peuvent nous intéresser. D'ailleurs, ils ont baissé la TVA sur des secteurs traditionnels, comme le textile et l'agroalimentaire, et ça leur a permis de faire basculer l'informel vers le formel à plus de 70%. Donc, ils ont moins de 30% d'informel, alors qu'ils étaient, comme nous, sur ces secteurs-là, avec une part importante de formel. L'avantage de cette baisse de TVA, elle a un double avantage, c'est aussi qu'elle permet d'augmenter, elle baisse le gap de compétitivité donc, entre les acteurs formels et les acteurs informels, mais elle permet d'augmenter aussi largement le pouvoir d'achat et donc de relancer la consommation. Il ne faut pas juste que cette consommation soit exclusivement ou majoritairement de la consommation de produits importés, parce que l'objectif pour nous, l'objectif de tous, ça doit être unique, c'est celui de relancer l'emploi. Puisque vous parlez de consommer local, Karim Tazi, qu'est-ce que consommer marocain pour un industriel, et notamment en termes d'import de matières premières ou autres d'ailleurs, semi-finies ? Vous savez, je pense qu'il faut avoir aujourd'hui, si nous voulons créer de l'emploi, il faut très clairement définir quelle est la valeur ajoutée cible que nous voulons atteindre. Si nous achetons des intrants qui ne sont pas produits localement à des coûts élevés, ou si nous les produisons localement alors qu'ils sont disponibles dans le marché mondial, on va parfois pénaliser beaucoup de filières. Donc l'intégration n'est pas une obligation. Il faut aller chercher là où il y a de la valeur ajoutée socio-économique, filière par filière. Typiquement, si on prend l'agriculture au Maroc, le Maroc est un pays rural. Donc nous avons une forte population rurale. C'est un secteur qu'il faut protéger. Est-ce pour autant qu'il faut sacrifier l'agroalimentaire ? Non. Il faut intégrer certains
certaines filières quand c'est possible et permettre aux industriels de l'agroalimentaire de s'approvisionner en partie sur les marchés internationaux pour développer une industrie compétitive. Dans d'autres secteurs, il n'y a pas d'intrants localement, donc il faut absolument que les intrants soient les plus accessibles et les plus compétitifs pour que toute la chaîne de valeur en aval puisse se développer. Alors, outre les masques, quel redéploiement du Made in Maroc en cette période délicate et en sachant que le secteur du cuir textile a accusé une baisse de 30% à l'export? Écoutez, aujourd'hui, tous les pays sont en train de rechercher une certaine souveraineté industrielle. Nous sommes en face le pays le plus proche du plus grand marché de consommation mondial qu'est l'Europe. Nous devons aujourd'hui nous positionner secteur par secteur pour savoir si nous allons être sur ces secteurs-là dans une vision stratégique commune avec l'Union européenne. Sur certains secteurs, nous pourrons être la locomotive, dans d'autres, nous serons le premier wagon, etc. Il faut avoir une vision aujourd'hui commune pour repositionner cette chaîne de valeur, se repositionner dans cette chaîne de valeur mondiale qui redeviendra régionale dans tous les secteurs, et le Maroc a un atout à jouer si tant est que nous le fassions le plus vite possible. Merci beaucoup Karim Tazi, président de la commission environnement des affaires de la CGEM, d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de la première partie de Questions Éco. Restez avec nous. Tout de suite, la seconde. Et pendant le confinement imposé donc par cette crise du coronavirus, le télétravail était devenu la norme pour de nombreux salariés. Et plusieurs mois après le déconfinement, certaines entreprises ont fait le choix de maintenir ce télétravail, en tout cas pour une partie de leurs effectifs. Au Maroc, cela dit, le télétravail n'est toujours pas légiféré. Les détails dans ce papier de Zine Massali. La crise sanitaire pousse les entreprises marocaines à accélérer leur processus de transformation digitale. En à peine quelques mois, le Maroc a rattrapé des années de retard en matière de digitalisation. Aujourd'hui, de nouveaux modes de travail à distance s'imposent pour faire face à une crise sanitaire sans précédent et qui risque de se prolonger. Télétravail, visioconférence, e-commerce, e-gov, autant de mesures adoptées par les structures publiques et privées pour maintenir les moteurs en marche et assurer la continuité du service. Même si le télétravail n'est pas encore réglementé sur le plan législatif, il a fait naître de nombreuses questions et amené les entreprises à revoir leur organisation, surtout celles qui envisagent d'en faire une pratique courante. Si certaines entreprises ont la capacité de fournir à leurs salariés les moyens de prévention sanitaire nécessaires, d'autres préfèrent que leurs salariés travaillent à partir de leur domicile. Toutefois, l'expérience forcée du télétravail lors du confinement a permis à plusieurs d'entre elles de s'en familiariser et d'appréhender ces différentes difficultés. Au niveau individuel, certains salariés semblent avoir découvert la recette du bonheur du travail, d'autres au contraire ont hâte de reprendre au plus vite des modes de travail plus traditionnels. À savoir que toutes les organisations ne sont pas égales face au télétravail. Des éléments tels que la taille et l'âge de l'organisation affectent la probabilité de voir le télétravail se généraliser. Selon une étude de YM Africa, un média incontournable dans le développement de l'employabilité des jeunes au Maroc, sur 812 entreprises sondées, 49% ont utilisé exclusivement le télétravail, tandis que 41% ont combiné télétravail et présentiel. Les grandes entreprises, quant à elles, se hissent en tête du podium des organismes à avoir recours exclusivement au télétravail. Avec 90% du tissu économique qui souffre à cause de la pandémie, l'intervention de l'État est plus qu'impérative. Il est important de souligner le fait que la digitalisation est un pont vers plus de transparence fiscale, sociale et financière. L'administration marocaine est également sur le point de se tourner légalement vers ce mode de travail. Un décret de loi organisant le télétravail dans les administrations publiques est désormais entre les mains du secrétariat général du gouvernement. Il est ainsi question que le texte soit soumis à la validation lors du prochain Conseil de gouvernement. C'était donc un papier de Nouha Baziri par Skype depuis Moulay Bousleham, avec nous le président section nord de l'Association nationale des gestionnaires, des gestionnaires de formation et des ressources humaines au Maroc. Bonsoir Atman Qassimi. Bonsoir Madame Hassan, merci pour l'invitation.
Merci à vous de l'accepter. Alors, nous venons de l'entendre. Bon, vous êtes en télétravail ou pas? Et si oui, par exemple, vous avez déjà, n'est-ce pas, expérimenté le télétravail pour un responsable de ressources humaines, est-ce que cela est faisable? Est-ce que cela est facile pour avoir un contact direct avec les collaborateurs? En fait, pour le métier d'un DRH, ça dépend du secteur d'activité. Pour l'activité, là, on a que les agents de bureau, on peut passer au télétravail facilement. Mais pour les secteurs là où les entreprises qui ont la production, de la fabrication, le télétravail pour un DRH sera en 50-50, en mi-temps, parce qu'il faut avoir un contact direct avec les salariés dans leur lieu de travail, surtout dans cette période de pandémie là où l'exigence sanitaire et les règles barrières doivent être respectées à 100%, sinon on va avoir d'autres problèmes avec les autorités. Donc pour éviter la fermeture, éviter un problème de contamination, donc il faut que le DRH soit sur place, veiller, organiser, donner des instructions pour que les choses soient en règle et à la hauteur du passage de la crise. Alors, en attendant la loi qui régira justement le télétravail, comment ce mode de travail est-il organisé aujourd'hui sans justement cadre légal? C'est ça le problème, parce que le recours au télétravail, c'est une obligation par la conjoncture. Ce n'était pas un choix au début, parce que en fin de compte, quand le 18 mars arrive, on a passé sur le confinement total de l'économie. Donc, il y avait des entreprises qui disent, voilà, on peut travailler autrement si on demande de nos salariés de rester chez eux et travailler de chez eux. Donc, c'est une obligation. C'est pour cela qu'on a plusieurs entreprises, ils n'attendent pas un cadre légal. Mais il y avait une certaine flexibilité sur le recours à l'article 17 pour dire, voilà, on peut faire un travail de chez nous pour le compte d'un employeur. Donc, les entreprises ont commencé en attendant que les règles suivent, parce que jusqu'à maintenant, nous sommes en train de découvrir ce mode de travail. Il n'y a pas, au début, c'était une aventure, un pas en avant pour faire face à une crise qui vient soudain, inattendue et inattendue. Donc, on a passé au télétravail et on dit, voilà, on va découvrir ce mode. Il y a des entreprises qui étaient un petit peu surpris par la performance au télétravail. Donc, ils ont décidé de rester sur le télétravail, même si les choses ils reviennent au normal. Mais il y a des entreprises qui souffrent aussi avec le télétravail parce que il y a ce transfert de l'entreprise d'un bureau ou dans une plateforme des bureaux vers la maison. Et on sait bien que avec ce mode, les limites entre la vie personnelle d'un salarié. Voilà. Justement, Asman Kassimi, j'arrivais à ces limites-là. Quelles sont les limites de l'application du télétravail? Je parle bien sûr des horaires, mais aussi des devoirs et surtout des droits des collaborateurs. Voilà, c'est ça les limites. C'est parce que quand la responsabilité sociale d'un employeur, il commence quand la personne prend la route vers l'entreprise. Donc, il est assuré par la simple assurance AT contre les accidents de travail. Donc, on prend l'assurance trajet plus l'assurance sur les lieux. Mais maintenant, la personne, il ne va pas sortir de chez lui, donc il va rester chez lui. Donc, quand on va compter qu'il a eu un accident de travail, qu'il a eu un accident, qu'il est dans sa cuisine. Absolument. Donc, comment on va délimiter le temps de travail ou l'espace de travail avec l'espace de vie personnelle. Et ça, il a beaucoup de répercussions, d'impact sur ni l'organisation de la personne chez lui, avec ses enfants, avec sa famille, avec sa vie privée, et l'organisation de travail qu'il doit délivrer. Et ça, c'est la forme. Et le fond, c'est la question de la performance. Comment on va
calculer la performance de la personne. Est-ce qu'il est un bon travailleur? Est-ce qu'il mérite un récompense d'un résultat ou non? Parce qu'on ne peut pas calculer quelque chose qui se passe ailleurs, qui se passe chez lui. Donc, c'est ça, là, on commence à penser comment on peut conceptionner une loi qui peut répondre à toute question et à tout risque et à toute préoccupation de deux parties, de l'employeur et de salarié. Alors, Ousmane Qassemi, justement, vous, en tant que profession, comment vous organisez-vous pour faire face au bouleversement de management qui accompagne, n'est-ce pas, ce télétravail, comme vous venez de nous l'expliquer? Voilà, pour nous avons passé au télétravail pour une partie des salariés parce qu'il y a la partie fabrication et production, on ne peut pas la passer au télétravail. Donc, la partie management, ils ont passé chez eux. Nous avons demandé aux collaborateurs est-ce qu'ils ont besoin de quelque chose. C'est la connexion Internet, un bureau, une chaise, quoi que ce soit chez lui pour aménager un espace chez lui pour dédié au travail. Et nous n'avons pas entré dans le calcul ni des heures de présence, ni on paye les salaires comme ils sont présents à leur bureau de travail. Donc, on a demandé des salariés pour un petit peu sacrifier parce qu'il va utiliser une partie de sa maison pour le compte d'un employeur. Donc, les salariés étaient compréhensifs, étaient porteurs de cette transformation parce que, en fin de compte, l'électricité qu'il va utiliser à la maison, qui va la payer, soit la payer, absolument. La charge de l'Internet et aussi le loyer de cet espace qu'il va utiliser, qui va dédier au travail. Donc, mais je pense que la loi devrait répondre à toutes ces questions et à toutes ces problématiques en attendant bien sûr ce projet de décret que l'on attend, qui sera discuté incessamment lors d'un conseil de gouvernement, projet de décret qui régira, n'est-ce pas, ce télétravail au Maroc. Merci beaucoup en tout cas Ousmane Qassemi, président section Nord de l'Association nationale des gestionnaires et formateurs des ressources humaines, d'avoir répondu à nos questions. Merci Lalla, merci. Merci à tous de nous avoir suivis. Voilà, c'est la fin de Questions Écho. Encore une fois, je vous rappelle que vous pouvez toujours interagir avec nous via le hashtag Questions Écho. Bien sûr, l'info se poursuit sur votre chaîne Média TV. Très bonne suite des programmes.